C'est maintenant le temps de notre grand débat. Eh bien, notre grand débat, c'est un peu pour sonner le tocsin sur une question qui n'a pas assez alarmé l'opinion, parce que tout ça a l'air technique, juridique, etc., alors que c'est une question très grave qui nous concerne tous. Le recul de nos libertés fondamentales les plus élémentaires actuellement, avec quelques mauvais coups dont on va essayer de comprendre le sens. Un mauvais coup qui est que le gouvernement, le 30 octobre, la veille de la Toussaint, par décret, en silence, trêve des sortes de confiseurs, ce n'est pas tout à fait celle de la fin de l'année, mais c'était une sorte de grand pont, a sorti un décret qui décide de ficher tout citoyen de les passeports, détenteurs de passeports, détenteurs de cartes d'identité, âgés de plus de 12 ans, avec toutes leurs informations biométriques, vos empreintes, vos photos, tout, ça fait plus de 60 millions de personnes bien fichées dans un fichier central qui, entre de mauvaises mains, peut servir pour un pouvoir à des choses peu rassurantes. Dans le même moment, l'état d'urgence que le 14 juillet, François Hollande avait dit « on va l'arrêter », autrement ça veut dire que notre état de droit ne fonctionne pas, on ne peut pas être en permanence en état d'urgence, eh bien nous apprenons qu'il est prolongé jusqu'à l'élection présidentielle. Ça fera plus d'1 an et demi d'état d'urgence. Eh bien si l'urgence est permanente, l'exception devient permanente, on va voir ce que ça signifie. On va visiter des exemples concrets de cela. Et puis on va terminer avec un dernier plateau autour de ce qui se concocte également dans trop de silence sur la liberté de la presse, avec un amendement passé au Sénat qui revient à l'Assemblée et qui porte atteinte à un droit fondamental, le nôtre, le vôtre, puisqu'il vise la presse numérique, ce qui se passe au cœur de la révolution technologique, de notre droit de dire et de notre droit de savoir. Mais d'abord, premier plateau sur ce fichier, cet état d'urgence, avec Christine Lazerge. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à Mediapart, vous êtes juriste, professeur des universités, etc. Et surtout présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Derrière ce sigle CNCDH, rappelez qu'il y a 64 personnalités représentant toute la diversité de la société civile. Quand vous parlez, c'est au nom de cette diversité-là. Quand vous prenez position. Il va nous rejoindre, il avait un rendez-vous, il est un peu en retard, Patrick Baudouin, qui est avocat, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a rendu un rapport sur cette situation de l'état d'urgence cette année. À ses côtés, François Pellegrini, vous êtes informaticien, vous êtes vice-président chargé du numérique à l'Université de Bordeaux et vous êtes un des commissaires de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a été créée, faut-il le rappeler, à la fin des années 1970, quand il y avait déjà eu un premier projet, Safari, je crois, pour ficher le plus largement. La protestation avait permis ce bond qui, à l'époque, a fait que la France était en avance en termes de contrôle de ce qui se tramait au prétexte du début de la révolution numérique. Et en face de vous, Mounir Majoubi, vous êtes le nouveau et deuxième, puisqu'il y en aura un troisième, président du Conseil national du numérique. Benoît Thielin a été le premier président. Et dans cette histoire, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ce décret n'a pas été consulté votre instance, qui est chargée de cela, ni la CNIL, que la ministre du numérique, alors la CNIL l'a peut-être été, on va le voir, la ministre du numérique, Axelle Lemaire, non plus. Et vous avez tout de suite demandé dans un communiqué que ce fichier dit TES se soit suspendu. Et vous lancez même, j'invite tout le monde à aller le voir, une consultation sur votre site. Tout le monde a le droit de participer à la consultation pour essayer que ça ne nous échappe pas, participer au débat sur les enjeux du fichier TES. Alors dites-nous tout simplement pourquoi il faudrait interrompre cette machine infernale, pourquoi c'est dangereux. Pourquoi est-ce qu'on est intervenu dans les heures qui ont suivi la publication du décret ? Nous, ce qu'on a considéré, le Conseil national du numérique, c'est une instance indépendante de conseil au gouvernement sur toutes les transformations de la société qui pourraient être touchées de près ou de loin par le numérique. On est parfois saisi par le gouvernement qui nous dit « attention, je vais mettre en place un projet de loi sur lequel j'aimerais que vous nous éclairiez ». Et puis parfois, c'est à nous de nous autosaisir et de dire « attention, nous avons l'impression qu'ici, un sujet numérique n'a pas été envisagé ou que des conséquences ou des externalités négatives n'ont pas été envisagées et qui sont liées au numérique ».
quelques heures après la publication, nous avons dit « Le gouvernement s'apprête, là, ainsi, pendant un week-end de congé, à mettre en place la plus grande base de données dans l'histoire, la plus grande base de données biométrique des Français. » Donc nous disons, avant même d'aller dans les arguments de fond sur lesquels nous reviendrons pendant la soirée, quand on met en place la plus grande base de données historique, biométrique des Français, alors on se doit d'avoir une procédure particulièrement ouverte, particulièrement transparente. Et le décret est particulièrement incompatible avec cette démarche. Donc c'est ça notre Ça veut dire qu'il savait qu'il faisait un mauvais coup. Eh bien, écoutez, c'est là où je ne partage pas complètement votre opinion. Je vous pose la question. Et je vous remercie, mais vous vous êtes exprimé préalablement. Je ne pense pas qu'il y avait une intention malsaine ou une intention dolosive de la part du gouvernement ou de la part du ministre. Je pense sincèrement, et après les échanges, j'ai pu parler avec le ministre à plusieurs reprises, j'ai pu parler avec son cabinet à plusieurs reprises, je pense sincèrement qu'il s'agit d'une méconnaissance technologique et d'une méconnaissance des transformations de la démocratie, et que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pensé que ce sujet était un sujet d'importance démocratique. Vous nous dites en clair qu'ils ne sont pas très démocrates et pas très compétents. Absolument pas. Je dis qu'ils ne sont pas particulièrement conscients que les enjeux technologiques ont des enjeux démocratiques. Et plus généralement, et quand on a commencé à faire ce benchmark, et alors, là je veux saluer le travail de toutes les équipes du Conseil, on a travaillé en 3 jours pour mettre en place cette plateforme de consultation nationale, et on a commencé un benchmark international dans l'urgence, puisqu'on n'était pas au courant de ce projet. Les démocraties actuelles, les démocraties contemporaines, les démocraties de l'Ouest ne sont pas encore complètement configurées pour traiter des grands sujets technologiques. La réponse du ministre, la première fois que je l'ai rencontré, était de me dire « Écoutez, si j'avais conscience que ce choix technique avait ses implications technologiques, évidemment que je serais passé par le débat, évidemment que je serais passé par l'ouverture. » Et je crois en sa sincérité sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là c'est le premier, alors tout le monde se mobilise parce que c'est le premier, mais je pense que dans les prochaines années, nous allons rencontrer les mêmes sujets. Sur la loi travail, le Conseil a lui-même participé à défendre cette idée du compte personnel d'activité. Ce CPA 5 étoiles, s'il est mis en place, lui aussi, il constitue une méga base de données personnelles sur les individus. Les données de santé, aujourd'hui, c'est déjà une base extrêmement sensible. Mais demain, on imagine déjà de nouveaux usages autour de cette base. Je pense que la société civile, les politiques, le gouvernement, le Parlement, va être amené dans les 5 à 10 prochaines années, ou alors même plus court, l'année prochaine, dès 2017, à se poser des questions technologiques qu'il ne faudra surtout pas prendre du point de vue simplement technique. On ne pourra pas dire à la société, nous avons traité tous les sujets juridiques, ne vous inquiétez pas, tout va bien, constitutionnellement, nous sommes dans les clous. Sur la constitution de la base, ne posez pas trop de questions, nous avons demandé au service, il s'agit de la meilleure architecture possible. Mounir Majoubi, dans l'immédiat, qu'avez-vous obtenu ? Puisqu'il y a toutes sortes de contre-expertises sur ce qu'a déclaré M. Cazeneuve à l'Assemblée. Il y a nos collègues du Monde qui ont fait les décodeurs pour montrer qu'il disait des choses fausses sur les falsifications des papiers d'identité. Il y a, semble-t-il, un recul et quelque chose de pas clair sur le fait de conserver les empreintes digitales. Il y a un embarras, je dois dire tout simplement, parce que chez nous, il n'y a pas de secret, que j'ai évidemment proposé à Axelle Lemaire et j'ai eu son chargé de communication d'être avec nous ce soir. Elle est chargée du numérique. On a bien pris note. Mon coup de fil date de vendredi dernier. On ne nous a pas rappelé, comme une sorte d'embarras, comme le fait de ne pas venir défendre cela. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui derrière cette bataille quand même obscure et ce mauvais coup? Qu'est-ce que vous avez, vous, obtenu? Alors, il y a ce qu'on a obtenu et il y a ce qu'on a demandé. Dans ce qu'on a demandé, on a dit, première chose, suspendons, n'appliquons pas immédiatement et ouvrons la discussion. À qui? D'abord aux experts dans l'État et aux experts en dehors de l'État. Le rôle du CNUM, ce n'est pas d'animer les experts de l'État, c'est d'animer les experts en dehors. Donc nous avons décidé de nous autosaisir et de créer une consultation publique auprès du public et des experts. C'est-à-dire qu'activement, on allait chercher à travers le monde, en Europe et en France, les experts qui travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années et on a demandé au grand public de venir participer à cette expertise. La deuxième chose qu'on a demandé et qu'on a obtenue aussi, c'est de dire qu'au sein du gouvernement, au sein de l'État tel qu'il est organisé aujourd'hui, je vous ai dit que les démocraties n'étaient pas complètement configurées sur les questions technologiques. Pas complètement, mais on a mis en place quelques experts. On a mis en place l'ANSSI et on a mis en place la DINSIC. Ces deux experts qui sont au cœur de l'État, rattachés au Premier ministre, n'avaient pas été consultés. Eh bien, le ministre dit « mea culpa », je demanderai la consultation de l'ANSSI, mais pas n'importe quelle consultation,
une consultation dont l'avis sera rendu obligatoire. C'est-à-dire que les avis rendus par l'ANSSI devront être suivis par l'administration du ministère de l'Intérieur. Mais hier, pendant l'audition au Sénat où je suis allé, j'ai rappelé qu'il était très important... Vous avez vous-même été auditionné. J'ai moi-même été auditionné. J'ai rappelé qu'il était important que l'ANSSI ne soit pas simplement consulté sur la sécurisation, c'est-à-dire sur la création de frontières autour de la base de données, mais aussi sur son architecture. Puisque le résumé de notre position, c'est de dire il n'existe pas de choix technologique qui ne soit pas de choix politique. Et que quand dans la lettre de réponse que m'a fait Bernard Cazeneuve en fin de semaine dernière, où il dit « Sur la sécurisation des bases, nous vous assurons que techniquement, il est impossible de la recomposer, car la base est séparée en deux, avec des données biométriques séparées, avec un lien unidirectionnel chiffré. » Eh bien, faire cette affirmation, et nous pourrons en parler après, je l'ai dit hier dans un résumé qui était peut-être un peu violent, mais ça ne veut rien dire. Ou plutôt, ça veut tout dire. C'est-à-dire que derrière cette affirmation-là, on peut faire une dizaine, une vingtaine d'architectures différentes, avec des risques différents et avec des implications différentes. Et donc, il est complètement incompatible avec un dialogue démocratique de faire une affirmation technologique sans la confronter aux experts. Donc, confrontation interne, confrontation externe. Et sur ce sujet-là, c'est le sujet sur lequel le Conseil s'est senti complètement compétent, s'est senti ému, s'est senti dépassé. Et si on ne gagne pas sur ce sujet-là, parce que peut-être qu'on ne gagnera pas, je vous le dis, les 30 membres, politiquement, ils sont assez neutres. On est nommé par François Hollande, et François Hollande a nommé un conseil, et je suis président de ce conseil, et on a voulu qu'il soit neutre politiquement. Il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a du centre, il y a tout le monde. Tout le monde, 100%, consensus absolu. J'ai eu 30 voix de personnes qui ont dit on ne peut pas accepter que le prochain fichier soit discuté de la même manière. On ne peut pas accepter que le prochain grand projet technologique de l'État soit discuté de la même manière. Donc c'est sur cette méthode-là que nous, on est complètement remontés et qu'on est certain qu'il faut s'ouvrir. Et Bernard Cazeneuve, dans ses différentes interventions, a accepté de rentrer dans ces discussions. Alors dans ce qu'on a obtenu, il y a 4 choses. La première, c'est que le ministère de l'Intérieur va répondre à la consultation du CNUM. C'est-à-dire que les avis qui vont être récoltés auprès des experts publics et des experts internes vont être suivis d'une réponse publique et potentiellement d'une modification du décret. La deuxième, c'est la saisine de l'ANSSI avec une recommandation obligatoire. La troisième, et qui est essentielle, c'est la consultation du Parlement. Ce qui est intéressant quand on consulte le Parlement, c'est quoi la méthode du Parlement ? La méthode du Parlement, c'est des élus qui disent « nous, on n'est pas experts de tout, mais on se doit de parler de tout ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des auditions et on parle aux experts. Donc, cette consultation du Parlement, elle va permettre d'ouvrir la discussion et de rendre plus transparentes certains éléments. Donc, sur ces éléments-là, nous, on est assez satisfaits de ce premier pas. Et le quatrième, et c'est celui dont vous parlez, et qui est le plus flou, puisqu'entre les premières annonces, les correctifs d'annonce et les correctifs de l'ombre de cette annonce, on n'a pas de réannonce du gouvernement sur le fait de rendre facultatif l'enregistrement de la base de l'empreinte des Français qui feront renouveler une carte d'identité. Sur le passeport, on est bloqué avec nos accords internationaux. Quand on donnera son empreinte pour le passeport, elle ira dans les bases. Sur la carte d'identité qui concerne plus de personnes et qui concerne les enfants et les mineurs, il y avait cette garantie qu'on pourra refuser cette inscription. Donc ça, c'était intéressant. Aujourd'hui, moi, j'attends des confirmations. Depuis 4 jours, il n'y a plus de certitude. Donc, justement, ce qui se passe pendant que vous menez la bataille dans le cadre du CNUM, comme vous le dites, il y a la mobilisation de la société. Je signale juste que c'est en ligne, et là, aujourd'hui, il y a une grande pétition, méga fichier, une centralisation inutile et dangereuse. Je rappelle qu'elle est signée d'ailleurs par votre prédécesseur, Benoît Thielin. Et par la plupart des membres du Conseil. Et si je ne l'ai pas signée, c'est parce qu'aujourd'hui, je me dois d'avoir une position neutre en tant que président. Mais ce n'était pas un reproche du tout. Je rappelle, et Christine Lazerge, qui connaît toute l'histoire des débats, des combats pour nos libertés, que c'est signé également par Louis Joinet, magistrat très important dans l'histoire de la gauche et des libertés, et premier directeur historique de la CNIL, avant que la gauche arrive à gagner l'alternance en 81. Et François Pellegrini, vous en êtes aussi un des signataires. Et vous ne vous contentez pas de faire ça, parce que sur un blog que vous tenez, assez percutant et très, comment dire, cultivé de toutes ces questions techniques et politiques, la technique, c'est de la politique, ce n'est pas neutre, la liberté n'est pas soluble dans la technique, vous lancez un appel très argumenté à bannir cette idée du fichier des honnêtes gens.
en disant combien c'est une arme très dangereuse. Ça pose carrément la question d'un modèle de société. La personne qui soutienne la création de fichiers biométriques centralisés, quelles qu'en soient les excuses et les prétextes, aujourd'hui le terrorisme, se place objectivement, je vous cite, dans le camp des fossoyeurs des libertés, pelleté après pelleté. Et vous allez jusqu'à rappeler, je rappelle juste, vous êtes un universitaire, et vous rappelez quelque chose qui va peut-être en faire bondir certains, c'est que quand même, les régimes se succèdent et qu'il peut y avoir des régimes autoritaires. Et quand il y a un régime autoritaire, il faut pouvoir faire des faux papiers d'identité. Et que si on laisse en démocratie s'installer un système où il n'y a plus la place à une bataille sur ce terrain, eh bien le risque est grand. La capacité à réaliser de faux documents d'identité est essentielle. Nombre de nos proches n'existeraient pas si leurs grands-parents n'avaient eu, au contraire, la vie sauve. L'humanité doit pouvoir s'exprimer au sein des rouages de la machine. À vous. Merci. Oui, alors, première précision, effectivement, donc j'ai l'honneur d'être commissaire de la CNIL. Je m'exprimerai en tant qu'universitaire, puisque la CNIL est une commission, et c'est la présidente qui porte la voix de la CNIL. Donc justement, moi je m'exprimerai en tant que... C'est quoi un commissaire de la CNIL pour Un commissaire, c'est un membre de la commission. On est une commission avant 17 et maintenant 18 commissaires. Et donc, on est amené à débattre en session plénière de l'ensemble des sujets qui nous sont présentés, et en particulier, en son temps, le décret TES nous a été présenté. C'est pour ça qu'il y a un avis de la CNIL. La problématique étant, mais ça je pourrais en reparler, que cet avis n'est que consultatif. L'ANSSI a finalement plus de pouvoir que nous sur ce dossier-là. Et voilà, donc la CNIL, c'est une commission dont vous avez rappelé brièvement l'histoire, hein, qui effectivement a été postée par... j'allais dire, en tant que corps constitué vigie démocratique et vigie éthique de l'usage de l'informatique. Je ramène d'ailleurs à la lecture du premier article de la loi informatique et liberté de 78. C'est un article absolument magnifique qui dit qu'effectivement, l'informatique doit être au service de tous et ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine. Et effectivement, on est typiquement dans ce champ-là. Alors, pour rejoindre ce qu'a dit Mouni... Juste factuellement, puisque vous m'avez rectifié tout à l'heure, la CNIL a bien été consultée sur ce fichier TES. Absolument, absolument. Et l'avis de la CNIL est public comme il l'a été précédemment. Mais, Mais elle n'a pas été entendue. Non, parce qu'en fait, depuis 2004, sur les fichiers régaliens, la CNIL n'a qu'un avis consultatif. Elle a perdu son avis conforme, c'est-à-dire qu'elle a perdu, au décours d'une loi, la capacité d'avoir un droit de veto sur ce qui est fait par l'État. Et ça traduit une trajectoire historique. Vous l'avez rappelé, au départ, quand l'informatique a été conçue, les ordinateurs étaient aux mains de l'État, parce que c'était des machines très lourdes, très coûteuses, et finalement, c'était les États qui avaient la capacité de les mettre en œuvre. Et donc, les gens qui avaient connu le fichage et l'oppression ont mis en place ce garde-fou vis-à-vis de l'État. Et puis, on s'est rendu compte, dans les années 80-90, que finalement, des acteurs privés avaient des capacités de traitement et, j'allais dire, moins de contraintes que n'en avait l'État. Et donc, on a cherché à rééquilibrer les pouvoirs de la CNIL pour cibler également de façon suffisante le secteur privé. Et finalement, ce qu'a montré Snowden, c'est que les services de renseignement ne sont pas plus bêtes. Si quelqu'un fait le boulot à leur place, ils vont simplement se brancher sur les acteurs privés et à partir de là, permettre de la collecte massive de données. Mais effectivement, il y a deux choses à considérer, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon blog. Il y a le premier, donc ça a été rappelé, la question de l'architecture. Une architecture, c'est une capacité de faire ou de ne pas faire. Un tracteur et une voiture de tourisme, ça sert à rouler, mais ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Et au final, ça ne servira pas aux mêmes choses et on ne pourra pas faire la même chose avec l'un et l'autre. Donc un grand fichier comme ça sert à quoi? Alors, justement, on va en parler. Donc il y a la question de l'architecture et puis il y a la question du temps long. La question du temps long, c'est celle que vous avez également rappelée, c'est-à-dire que les sociétés humaines, hein, c'est Braudel qui le dit, ont des temps qui ne sont pas le temps de l'immédiateté, de l'émotion et de telle ou telle affaire ou tel attentat ou telle agression qui va servir à voter 12 lois et éventuellement à faire durer un état d'urgence pendant plus d'une année parce qu'il faut faire quelque chose, sinon les gens ne comprendraient pas. Il suffit qu'on leur explique. Moi, c'est le rôle du blog. Et donc, par rapport à ça, effectivement, la question que vous posez, c'est celle des finalités. En fait, et c'est d'ailleurs ce que la CNIL a rappelé dans son avis,
c'est que donc, quand un traitement est soumis à l'avis de la CNIL, ses finalités doivent être déterminées, explicites et légitimes. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Leur finalité, c'est quoi? Alors la finalité, c'est qu'on bosse justement, mieux dans la police la ou ailleurs? finalité, effectivement, c'était, et ça a été avancé, faire des économies. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est votre confrère Jean-Marc Manac qui l'avait rappelé dans un article de Libé, il a montré toute la trajectoire justement des décisions qui ont été prises pendant plusieurs années, avec la CNIL arrivant en bout de chaîne, simplement pour donner un avis, et qui allait finalement, comme les précédents, ne pas changer la trajectoire du navire. Et effectivement, donc, la question de la finalité, celle qui est sur le décret, c'est de dire, effectivement, on veut simplifier les procédures administratives. Et puis, il y a deux grandes finalités pour une base biométrique, c'est l'authentification et l'identification. L'authentification, c'est vous prétendez que vous êtes monsieur machin, prouvez-nous que vous êtes monsieur machin. Et pour ça, il y a eu une autorité de certification qui un jour a dit oui, je corrèle monsieur machin à un certain nombre de données, et quand monsieur machin présentera son titre authentifié, authentique, alors on pourra dire que monsieur machin est bien monsieur machin. Et puis, il y a une autre finalité qui est la finalité d'identification. Là, on se trouve face à un individu, qui est-il ? Et donc, il va falloir aller fouiller dans la base pour aller trouver quelle est l'identité de la personne parmi les millions qui ont été enregistrés. Et ces deux finalités radicalement différentes. Parce que finalement, l'identification, c'était une mission destinée aux fichiers de police, et en particulier avec la naissance du bertillonnage à la fin du 19e, alors que l'authentification, c'est une mission qui est celle de s'assurer que la personne qui va bénéficier d'un certain nombre de services est bien celle qu'elle prétend être. Le syndicat de la magistrature, qui a accompagné tous les combats de la gauche sur ces questions, vient de faire un communiqué, pas convaincu par les auditions du ministre, disant carrément c'est un danger pour les libertés, avec l'Observatoire des libertés et du numérique, qui, en quoi pour vous deux, c'est un danger pour les libertés? En quoi pour vous deux? Allez-y. En fait, parce que justement, dans le temps long, on crée un outil, on prétend réaliser cet outil avec de très bonnes intentions, et le problème, c'est après. Et j'allais dire, on ne peut même pas prétendre qu'on exagère, parce que le passé nous a déjà montré que c'était possible. Dans les années 30, les Néerlandais avaient fiché l'intégralité de leur population sur carte perforée avant l'ordinateur, et la religion était marquée sur les fiches. Et c'était fait avec de très bonnes raisons, qui étaient de pouvoir organiser le pays, savoir combien il y avait besoin de place dans les crèches, dans les cimetières. Le problème, c'est que le fichier a été exploité par d'autres, et pas dans l'intérêt des gens qui avaient laissé leur Cette question a été posée au ministre hier, oui. et il a fait une réponse stupéfiante. On lui a dit, si ça tombe dans de mauvaises mains, pouvoir autoritaire, il a dit, à vous de l'éviter. C'est-à-dire, faites en sorte par vos votes que la catastrophe que nous rendons possible n'arrive pas. Absolument. Donc, c'est là où je discute l'expression « bonnes intentions ». Ils sont stupides ou ils nous cachent quelque chose? Alors, il faut se poser la question quand même. Je rejoindrai Mounir avant de lui laisser la parole. Il y a un effet tunnel. Le sous-titre de mon blog, le titre c'est « La liberté n'est pas soluble dans la technique », mais le sous-titre c'est « Quand le seul outil dont on dispose est un marteau, on voit toujours ces problèmes sous forme de clous ». Et effectivement, les gens qui travaillent dans les ministères, qui sont dans les entreprises qui fournissent ces solutions-là, ils sont dans un modèle de société qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle, qui est le modèle centralisé, qui est un modèle organisé, qui est totalement maintenant, en rupture d'Internet, des réseaux pair à pair et de la distribution de l'information. Quand même, M. Cazeneuve, il est plus jeune que moi, fait de la politique, il est sur Twitter, il est sur Facebook, il est dans cet univers des campagnes numériques. Vous-même, vous avez accompagné le Parti socialiste avant dans 2 campagnes présidentielles sur le numérique, celle de Ségolène Royal et celle de François Hollande. Bon, c'est là où j'ai du mal à... D'accord, il y a l'administration, mais eux, le politique, ils ne sont pas obligés de dire oui et de foncer dans le mur comme ça, ou dans le gouffre. Ils ne sont pas obligés de dire oui, ils ne sont pas obligés de foncer dans le mur, et en même temps, on n'a pas forcément créé les meilleures conditions. Il y a d'autres sujets techniques dans la démocratie. Par exemple, l'action militaire. C'est compliqué, une action militaire. C'est compliqué de savoir comment ça fonctionne, les avions, l'armée de l'air, la marine, etc. Pourtant, qu'est-ce qu'on a réussi à créer en 100 ans de démocratie qui fonctionne bien? On a fait que dans le cursus honorum d'un élu politique, eh bien, à plusieurs reprises, il est formé, il est conscientisé sur les grands enjeux militaires. Et donc, quand il est en responsabilité, il est capable de comprendre ce que ça veut dire
d'avoir une force nucléaire pour le pays. Il est capable de comprendre ce que ça veut dire de lancer 3 porte-avions. Même si nous sommes un pays où on ne débat pas trop de ça et où nous n'avons pas beaucoup de délibérations, y compris sur les guerres en cours. Peu de délibération, mais il est difficile de dire que les élus français sont peu compétents sur l'action militaire, ce qui n'est pas le cas dans toutes les démocraties. Donc pour vous, au c'est monde. juste une question de compétence. Alors c'est pas juste, c'est terriblement une question de compétence. C'est ça mon sujet. D'accord. Et c'est pour ça que le Conseil national du numérique existe, mais c'est aussi pour ça que le Conseil national du numérique est dépité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus, leur formation, ceux qui les accompagnent, ceux qui les conseillent, les partis, la fonction même de prise du pouvoir aujourd'hui est déconnectée des enjeux numériques. Aujourd'hui, on n'a pas une grande fonction publique du numérique. J'ai parlé de l'armée, c'est important d'y revenir parce que moi je veux les défendre. On a peut-être les meilleurs militaires de l'action numérique en ligne dans le monde. Mais ces militaires, ils sont à l'armée. Tout est classé confidentiel défense, on ne pourra jamais rien savoir sur leurs capacités. Mais j'ai la certitude personnelle qu'on est plutôt très bon. Quand on regarde les organismes de recherche, on forme plutôt les meilleurs ingénieurs et les meilleurs opérateurs sur les sujets de sécurité des bases, de sécurité des réseaux et d'action de sécurité. Et pourtant, alors même qu'on a tout ça, quand on regarde l'administration dans son quotidien et dans sa gestion, on ne les retrouve pas. On retrouve quelques personnes. L'ANSSI, je l'ai répété hier et je veux le redire aujourd'hui publiquement, c'est certainement une des autorités les plus compétentes au monde en termes de sécurité des réseaux. Elle est formée, elle a recruté parmi les meilleures personnes en France sur ces sujets-là. Mais l'ANSSI ne conseille pas le gouvernement sur l'intégrité de l'architecture des systèmes d'information. L'ANSSI ne conseille pas le gouvernement sur les décisions qu'il prend numériquement. Le Conseil national du numérique est consulté facultativement quand il le souhaite, avec un avis non obligatoire. Donc, aujourd'hui, le numérique n'est pas un sujet en soi. Et je pense que Bernard Cazeneuve, et je veux le répéter parce que c'est important, je n'ai pas d'opposition de principe contre Bernard Cazeneuve. Je pense même que Bernard Cazeneuve est celui qui est le plus conscient aujourd'hui que ce décret était la plus mauvaise chose à mettre en place et qui essaie de trouver une solution aujourd'hui. Mais que... Il ne l'a pas vu venir, il ne l'a pas vu passer, il ne l'a pas compris. Pour moi, c'est une certitude. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent... Mais le décret, il est bien signé Cazeneuve. Oui, mais je pense que quand il a signé ce décret, il n'a pas cherché à éviter le débat. Donc il n'a pas eu de réflexe réflexe simplement pensé démocratique. qu'il n'y avait pas débat, puisque ses meilleurs experts lui ont dit que c'était la meilleure solution. Et ce que j'essaye de dire dans l'état démocratique au bout de 4 ans de technologique gouvernement, vous reconnaîtrez que pour le simple citoyen, ça étonne. On apprend des procédures, on apprend à travailler. Non, quand même. disons une chose, sur les questions numériques, il n'y a aucune démocratie qui est plus exemplaire que nous. Bon. Les Américains n'ont pas fait mieux que nous sur les grandes architectures technologiques. Les démocraties du Nord, qu'on aime montrer pour exemple à chaque fois qu'il s'agit de liberté individuelle, sur les grands sujets de mise en place de bases de données ou de grands choix technologiques, ils n'ont pas forcément fait mieux que nous. Les Allemands, alors sur le sujet de la base métrique, ils ont fait mieux que nous, oui. Mais pas sur les autres sujets. Aujourd'hui, on n'a pas créé l'idée qu'il y avait un sujet essentiel que non, on ne pouvait pas simplement répondre à la société. C'est un sujet technique, il a été arbitré, c'est la meilleure des solutions, faites-nous confiance. En fait, on ne peut plus le faire. Militairement, on ne le fait pas, et technologiquement, on ne peut plus le faire. Votre souhait à ce stade, c'est qu'après toutes ces consultations, ces pressions de la société civile, c'est que ce décret soit retiré. Écoutez, si jamais le gouvernement revenait vers nous, en rendant public les choix technologiques et l'architecture technologique qui a été faite, qu'on nous explique qu'en fait, ce n'était pas très clair dans le décret, mais en vrai, technologiquement, on utilise une technologie développée par des entreprises françaises qui n'avait jamais été rendue publique, qui permet une fausse centralisation, décentralisation de la base, qu'en fait, les données ne sont pas stockées en direct, que ce sont des artefacts de données, etc. Peut-être qu'en fait, la bonne décision technologique a été prise, mais aujourd'hui, on ne nous l'a pas communiqué. Vous voyez bien qu'il y a un voyant plus qu'orange qui est ouvert sur ce que vous venez de dire. C'est l'annonce que la société auquel ils ont pensé, Amesis, c'est la société sur laquelle nous avons documenté, société privée, qu'elle avait travaillé avec la dictature libyenne et d'autres dictatures sur le fichage de leurs citoyens. Un blogueur qui a gagné son procès contre les sociétés concernées, Amesis et Cosmos, qui est un informaticien, James Dunn, un blogueur du club de Mediapart, l'a documenté. Donc tout ça est public. J'ai même interpellé lors d'une commission, une fois l'actuel ministre de la Justice, qui à l'époque s'occupait de ces questions à l'Assemblée, en disant il y a des liens entre les services de renseignement et cette société privée française qui a travaillé avec des régimes autoritaires. Sur ce sujet-là, permettez-moi d'avoir un commentaire qui est que, pour moi, c'est pas vrai. Il faut vraiment pas qu'on se concentre sur ce sujet, puisque cette société n'existe de fait quasiment plus. C'est-à-dire que les personnes et les détenteurs du capital de cette société ne sont plus les mêmes que ceux de l'époque.
Et ça donc, suffit à garantir que ça changera? absolument pas, et c'est pas le sujet. Bon. Mais et le sujet qui m'inquiète le plus, c'est j'aurais voulu qu'on explique pourquoi on a choisi tel ou tel prestataire, pas pour ses capacités fantasmées ou ses capacités projetées, mais sur le projet technologique et sur la capacité technologique. Aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il y a 3 ou 4 détenteurs de l'appel d'offres, si je ne me trompe pas, et je ne suis pas précis sur le sujet, donc je ne veux pas m'engager. Mais je n'ai pas aujourd'hui les garanties ni la compréhension des moyens que ces offrants ont mis en place dans ce marché, ni les options technologiques qu'ils ont proposées. Vous savez, en France, on a été capable de révolutionner à plusieurs reprises la sécurisation des données, la sécurisation des réseaux. Si aujourd'hui on nous annonçait qu'en fait, ces prestataires ont été choisis parce qu'ils proposaient une option qui n'est proposée nulle part ailleurs, et qu'elle propose toutes les garanties qui nous étaient offertes, et que c'est pour ça que ce choix a été fait dans ce sens, et que ça a été arbitré par une commission secrète interne, je serais très heureux. Et je dirais, eh bien, écoutez, il aurait fallu rendre ça public, et je suis heureux que ce soit rendu public. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Avant d'élargir le sujet à l'état d'urgence et à nos libertés en général, François Pellegrini, une réaction? Là, je serais un peu en désaccord parce que, effectivement, là, ce dont Mounir parle, c'est finalement d'une expertise à périmètre architectural constant. Or, la vraie question, c'est toujours de faire un pas en arrière et de se dire pourquoi fait-on tout cela? Et dans les années 50, justement, le fichier des cartes d'identité, c'était un fichier papier qui était décentralisé, où effectivement on donnait déjà ses empreintes, mais les fichiers étaient dans les préfectures pour ne pas être centralisés, pour justement faire en sorte que ça ne puisse pas devenir un fichier de police, et que des gens puissent le hacker, le détruire éventuellement. La révolution technologique a changé ça, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant, si un régime autoritaire venait au pouvoir, eh bien il suffirait pendant quelques semaines de scanner l'intégralité de ces données-là pour revenir à la base centralisée qui représente pour les gens qui la dénoncent, et dont je fais partie, un vrai danger pour les libertés. Ce n'est pas dans le temps immédiat, c'est dans le temps long. C'est-à-dire que ce système, il est faillible, il n'offre pas des garanties systémiques de résilience et de résistance. Et donc, au-delà de dire on a choisi telle entreprise parce qu'elle a telle capacité technologique, le vrai problème, c'est de dire quelles sont les finalités que l'on souhaite. Finalement, la carte d'identité, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on veut permettre d'authentifier? Et dans ce cas-là, quels sont, j'allais dire, les moyens de comparaison qu'on utilise? Et à partir de là, définissons ensemble l'architecture, y compris de façon collaborative. Moi, je rejoins ce que disait Mounir, l'expertise, maintenant, elle est globale. Et on voit maintenant des projets autour de la civic tech, avec des gens qui se lèvent en disant on va essayer de faire fonctionner mieux la démocratie, parce que l'ancien modèle, ça ne marche plus. Et donc, je serais en désaccord là-dessus. Je pense que si vraiment on veut arrêter la machine, il faut prendre le temps de souffler, de dire, de toute façon, on n'est pas à 1 an près, on n'est pas à 2 ans près. Les arguments qui sont donnés pour la lutte contre le terrorisme, ils ne sont pas opérants. C'est la même chose pour l'état d'urgence. Je pense que quand on verra sur le sujet, on est dans le fantasme complet pur. Et donc, prenons le temps de la réflexion, mettons tout le monde autour de la table. Et même, je vous dis, ce qu'on fait maintenant n'est plus sûr, parce que effectivement l'automatisation peut permettre d'extraire les informations qu'on avait séparées. Donc il y a un vrai enjeu de société, je le rappelle, et pour moi personnellement, en tant que scientifique, c'est vraiment l'idéal serait le retrait du décret, de façon à dire ok, changeons de logiciel. Voyons maintenant ce qu'on peut faire, mais la machine administrative est lancée, comme l'a dit Manac dans son article, ils ont déjà recruté des gens, ça va être difficile, mais je pense qu'à un moment donné dans l'histoire, on peut être capable de faire de grandes et belles choses au service de la démocratie. Alors, pétitionnez en ligne, si vous êtes d'accord pour le retrait et enrayer cette machine infernale. Maintenant que Maître Patrick Baudouin, qui est président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, de la FIDH, nous a rejoint, nous allons élargir cette surprise tombée un 30 octobre de ce fichier TES au climat que nous vivons depuis 1 an, depuis que le 16 novembre a été annoncé l'état d'urgence. Christine Lazerge, votre CNCDH a pris position à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas entendu. Pourquoi cette prolongation n'a pas de sens et pourquoi n'êtes-vous pas entendu? Alors, il y a d'abord une première raison pour laquelle nous pouvons ne pas être entendus, c'est que notre commission, comme la vôtre, est consultative. Et même dispositif, on peut être saisi par un membre du gouvernement ou ne pas être saisi, et on est entendu, on n'est pas entendu. On aurait pu imaginer sur l'état d'urgence être plus facilement entendu, puisque la commission des lois de l'Assemblée nationale nous a saisis
pour assurer le suivi de l'état d'urgence. Et que dans un avis très argumenté du mois de janvier dernier, nous avons admis que sous le coup de l'émotion, on pouvait comprendre que le président de la République, par décret, ait lancé l'état d'urgence, et même à la rigueur que la première période d'état d'urgence pouvait être comprise avec ce qu'elle pouvait avoir très artificiellement, mais quand même de rassurant. Pour la suite, nous refusons catégoriquement à imaginer que l'état d'urgence puisse être permanent, et il l'est depuis 1 an. Il faut rappeler, parce que tout le monde, Oui. c'est un Il mot est depuis 1 an. abstrait, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens concernés qui vivent ça? Ça veut dire que... Non, mais je voudrais aussi rappeler qu'on est dans un système où une pluie de lois liberticides s'égrène au fil des mois, et que pour l'état d'urgence, on n'en est pas au décret du 14 novembre 2015, on en est à la 4e loi, et la dernière est du 21 juillet 2016, et avant même que cette 4e loi soit arrivée au terme, ou presque au terme, du délai de 6 mois qu'elle prévoit, on nous annonce déjà, c'est-à-dire 2 mois à l'avance, qu'il faudra continuer dans l'état d'urgence. Nous avons immédiatement déclaré que l'état d'urgence faisait régresser les libertés, que l'état d'urgence est un contournement de l'état de droit. Alors il y a un débat juridique là-dessus. Certains disent, mais non, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur le dit aussi, puisque l'état d'urgence est voté par le Parlement, il devient un élément de l'état de droit, il n'est en rien un contournement de l'état de droit. Nous disons, en raison des régressions qu'il impose aux citoyens de ce pays, des régressions votées par le Parlement, oui, mais qui affaiblissent notre état de droit, qui se veut démocratique, avec une vraie séparation des pouvoirs, avec une vraie distinction entre, on va dire, police judiciaire, police administrative, contrôle a priori, contrôle a posteriori. Nous estimons, on estime en France, on estimait jusqu'à présent, que toute mesure d'entrave aux libertés supposait une autorisation d'un juge judiciaire. Nous en sommes à toutes sortes de mesures administratives de prévention qui ne supposent pas d'autorisation a priori et qui font l'objet quelquefois, statistiquement rarement, d'un contrôle a posteriori. Alors vous me disiez, quelles mesures? Ça veut dire les perquisitions administratives, c'est ça. Pas de juge. Alors, les perquisitions administratives, de toute façon, pas de juge et pas de recours. Voilà, pas de recours. Pas de recours, puisqu'une fois que la perquisition est faite, on ne peut pas interdire la perquisition. Assignation à résidence. Quand même, pour la perquisition administrative, recours en réparation. Mais les perquisitionnés sont totalement troublés, traumatisés par la perquisition, ne demandent qu'à disparaître du paysage, et rarissimes sont ceux qui vont demander indemnisation pour les dégâts. En plus que la majorité d'entre elles, l'immense majorité, ne débouche pas sur des faits délictueux. L'immense majorité. L'immense On est quand majorité. même à plus de 4500 perquisitions administratives. C'est-à-dire 4500 familles profondément sur un soupçon, troublées. sans aucune sur une preuve. note blanche, plus ou moins blanche, quelquefois datée, très rarement signée. Un cumul de soupçons. Sur Mediapart, nous avons documenté dans un article qui est fait par quelqu'un que vous connaissez bien, qui blogue sur Mediapart, un juriste. Absolument, Paul Cassia, qui a fait un article, formidable. encore une fois, sur l'état d'urgence qui dérive, et qui montre combien il y a une atteinte à des droits fondamentaux. Et nous avons également documenté, dans une interview que nous avions fait avec d'autres, sur Dominique Rousseau, Marie-Laure Basilien-Guinche, c'était Lénaïque Bredou, un état de police se met en place. Parce que ça veut dire, quand vous disiez état de droit, pour que tout le monde comprenne derrière ces grandes formules, normalement, un état de droit, n'est pas un état de police. C'est pas un état de police, c'est pas simplement parce que le Parlement vote que c'est la loi. Absolument. La loi suppose qu'il y ait un autre pouvoir, rules of law, comme on dit ça veut dire qu'il y a une loi qui peut s'opposer au pouvoir. Bien et sûr. ça se passe du côté de la justice. Absolument. Ce à quoi on nous habitue, le Parlement vote, la police exécute, il n'y a plus rien à voir, circuler. Alors, pas tout à fait.
Non, mais Il y je a vous quand provoque même- pour il y a- que vous oui, non, mais m'expliquiez, il y a quand me même- rassuriez Il y a peut-être. quand même ce contrôle du juge administratif quand on forme un recours. Donc pour les Mais assignations le à Conseil résidence- d'État laisse d'état d'urgence dériver, c'est ce que dit Paul Cassia. Oui, non, mais Il montre que je le contrôle ne se fait pas. Je ne trouve pas du tout que Paul Cassia ait tort. tort. Le Conseil d'État a quand même pris un certain nombre de décisions intéressantes, mais encore faut-il qu'il y ait un recours a posteriori. Le recours a posteriori n'a pas du tout les avantages du contrôle a priori, évidemment, puisque peu de gens forment un recours et que ce n'est jamais qu'une jurisprudence, et une jurisprudence a posteriori qui n'est pas pour tous les recours la même. Mais ce qui nous frappe le plus à la CNCDH, c'est que on est dans une situation de glissement sémantique entre le droit à la sûreté, qui est le droit de la déclaration de 89, le droit de la déclaration universelle de 1948, à ne pas être victime de l'arbitraire de l'État, à pouvoir se défendre contre les intrusions d'un État qui sortirait de ses attributions classiques, ordinaires, démocratiques. Et le droit à la sécurité est conçu aujourd'hui comme étant le droit à la sécurité des personnes et des biens, alors qu'il y a 1000 formes de sécurité. C'est un droit tout jeune qui n'existe dans le droit français que depuis 1995. Et de surcroît, les politiques et bien d'autres, même certains juristes, mélangent sûreté et sécurité. Et ce qu'il faut affirmer haut et fort, c'est que l'esprit de sécurité se substitue à l'esprit de sûreté et que les citoyens semblent s'en accommoder. Et la CNCDH apparaît pour le coup comme hors sol, 2 siècles en arrière, défendant des libertés dont on ne sait plus très bien à quoi elles servent, puisque la seule peur qui absorberait toutes les peurs, c'est la peur du terrorisme. Or, des insécurités, il y en a de toutes sortes, et à ne cibler que sur la peur du terrorisme, on s'intéresse beaucoup moins aux insécurités alimentaires, environnementales, médicales et tout ce que vous voulez. Et on est dans une société qui bafoue les libertés pour défendre un risque zéro impossible, inatteignable, dans le domaine du terrorisme. Mais j'ai une question que tout le monde se pose quand même. Vous êtes présidente de cette commission consultative, vous êtes compétente en tant que juriste, mais vous avez aussi des engagements de citoyenne. Oui. Vous avez été même députée à un moment, vous avez suivi la gauche et vous avez même animé un club qui est le club Droit, Justice et Sécurité, devant lequel François Hollande, en campagne électorale, est venu prendre de grands engagements sur les libertés. Ce que vous venez de dire, pour ma génération, qui a passé la soixantaine, c'est ce que la gauche, historiquement, a toujours défendu. Oui. Il n'y a pas de sécurité véritable sans liberté. Absolument. Et sans liberté et individuelle. d'ailleurs, nous allons organiser un grand débat là-dessus. Vous avez prévu de Le faire 17 mettre ça à janvier, l'agenda le 17 janvier il n'y à a pas Paris. de sécurité sans liberté. Alors ma question toute simple, Oui. parce que quand même tout le monde se pose la question aujourd'hui. Pourquoi ? Comment expliquez-vous que ces gens qui, au départ, partagent les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, les mêmes sensibilités, dont on a construit les mêmes le engagements, programme, hein. dont vous avez construit le programme, que vous avez fait élire, que vous avez ceci, que vous avez accompagné, que ces gens fassent cette régression qui est d'habitude celle de pouvoir conservateur. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que la peur a pris le pas sur la raison et sur les convictions. Ça veut dire que les convictions ont lâché. La digue des convictions a lâché. Et c'est catastrophique quand on lit dans le titre du Monde daté d'aujourd'hui, la politique de sécurité de la droite et de la gauche est la même, les bras vous en tombent, et on se dit, mais en 4 ans, la régression, elle est fantastique. Alors, avec des effets pervers sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Premier effet pervers, coût économique. J'attends que qu'un chercheur en économie nous dise ce que coûte l'état d'urgence. Je pense que c'est considérable. Et d'ailleurs, je pense que avec les militaires partout. Les militaires, etc. Je pense que le malaise de la police est dû en partie aussi au burn-out latent des forces de police et de gendarmerie. Deuxièmement,
et beaucoup plus important encore, le coût fantastique en termes de cohésion sociale, en termes de racisme, en termes de méconnaissance de ce qu'est la laïcité. Alors, cohésion sociale, je prends quelques exemples. C'est quand même à peu près toujours chez les mêmes que l'on perquisitionne. C'est quand même à peu près toujours les mêmes qui sont assignés à résidence. Et maintenant, nouveau dispositif use plus facilement des interdictions de manifester, pas encore grandement, mais plus facilement. Et par le biais de nos textes sur l'état d'urgence, on peut entraver des manifestations sociales collectives et non plus simplement suspecter des individus seuls. Pour ce qui est de la cohésion sociale, les difficultés d'intégration d'un certain nombre de jeunes issus de l'immigration croissent avec les peurs développées à l'encontre d'une religion dans ce pays. L'islam. L'islam, disons-le, nommé. l'islam. Ce qui fait que la CNCDH se bat sur plusieurs fronts. Elle se bat sur le front des dispositions de l'état d'urgence, avec, mais je veux le dire aussi, dans la loi du 21 juillet dernier, qui était une loi en 2 articles, qui devait porter sur le renouvellement de l'état d'urgence. Voilà-t-il pas que le Parlement y a ajouté une série d'autres articles sur les mesures dont les juges de l'application des peines peuvent user pour favoriser la réinsertion. Et là aussi, on est en régression totale, comme si l'objectif de réinsertion avait disparu. Et cette partie de la loi du 21 juillet dernier est un vrai cavalier. Elle a été votée en 3 jours, débat 3 jours, audition 0. Nous-mêmes, nous n'avons pas du tout été auditionnés pour ce texte-là. On a bouleversé le droit de l'exécution des peines dans un texte sur la prorogation de l'état d'urgence. Donc, voilà. Et chaque fois dans ces textes, on a des cavaliers de ce type. Oui, c'est très inquiétant. Vous disiez tout à l'heure qu'un gouvernement autoritaire viendrait remplacer Bernard Cazeneuve et François Hollande et Jean-Jacques Urvoas. Il n'y a pas besoin de voter de nouveaux textes. Il a tout. Tout. Ils lui ont tout préparé. La mallette est là. Eh bien, merci. Quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire mais là? alors, on désespère, nous, à la CNCDH, Bon. d'avoir. Vous avez compris, il faut se mobiliser poids, là. Hein. Un quelconque poids. Bon. Voilà. Bon. Patrick Baudouin, vous regardiez ça avec un sourire. Votre fédération internationale fédère toutes sortes d'organisations nationales, près de 200 ou à peu près 180 et quelques. 180, oui. C'est ça, voilà, 184, je crois précisément. Vous aviez fait en juin un rapport sur les mesures antiterroristes françaises, contraires aux droits humains, quand l'exception devient la règle, en documentant, comme nous l'avons fait dans des articles de Mediapart, avec plusieurs exemples qui montrent tous ces abus, hein, qui montrent comment il y a toutes sortes de dérapages. Comment vous regardez ça, au-delà de votre sourire paisible? Je regarde ça, le sourire est un peu de circonstance, parce que les temps qui courent ne portent pas à sourire, je dois dire. Comment je regarde ça? Je crois que le premier point, c'est de rappeler que depuis une vingtaine d'années, on a empilé les textes. Depuis une vingtaine d'années, depuis 85, successivement, à chaque fois où il y a un acte terroriste, on prend un texte un peu plus répressif que le précédent et petit à petit, on grignote vraiment les libertés. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a l'état d'urgence, c'est vrai, qui est renouvelé, qui devient un état quasiment permanent, mais justement avec des textes en parallèle, cette accumulation de textes successifs, qui finalement sont en train d'instaurer, indépendamment de l'état d'urgence, un état d'urgence permanent. Je pense en particulier à la dernière loi sur la réforme pénale et de la procédure pénale. Ça se traduit par quoi en résumé? Ça se traduit par un accroissement considérable des pouvoirs de l'administration, c'est-à-dire des préfets, un accroissement considérable des pouvoirs du parquet
et un accroissement considérable des pouvoirs de la police. Maintenant, les policiers peuvent, pendant 4 heures, sous prétexte qu'ils ont des raisons sérieuses de penser que quelqu'un peut porter atteinte à l'ordre public, quelqu'un peut être interpellé pendant 4 heures sans possibilité d'assistance d'avocat. Ce sont des choses qui étaient quasiment inimaginables il y a encore quelques mois. Donc on a ce renforcement considérable des pouvoirs au détriment, on l'a dit tout à l'heure, du juge judiciaire. Alors moi, je pratique beaucoup la justice, je ne place pas forcément le juge judiciaire comme toujours le garant absolu. Mais il n'empêche que le juge judiciaire, quand on cherche à le contourner, c'est très mauvais signe. Et le juge administratif, quelles que soient les qualités, n'a pas les moyens, n'a pas, dans la compétence qui est la sienne, les moyens d'enrayer toutes ces dérives. Alors on a parlé tout à l'heure de 2 éléments assez choquants, effectivement. Ce sont les perquisitions et les assignations à résidence. Alors les perquisitions, 4500 à peu près, je crois, Après, oui. donc qui ont débouché sur quoi? Rien. Peanuts, rien du tout, pchit. Il y a eu 7 ou 8 poursuites judiciaires. Ça se passe dans des Un conditions... petit peu plus, un peu plus mais maintenant. sur des bêtises. Au début, très peu. Oui. Et puis, ça se passe dans des conditions épouvantables pour les gens qui font l'objet de perquisitions. C'est à 3-4 heures du matin. Ça va être la grand-mère, le petit-fils, qui vont être des gens traumatisés, qui, au demeurant, d'ailleurs, vont être plutôt révoltés contre ce qui se passe. Donc, dans l'avenir, Ça crée du ressentiment ça crée pour du la suite, ressentiment. et ça ne Bon, crée pas c'est- du lien social, voilà. en clair. Oui. Et il n'y a pratiquement pas de possibilité ensuite d'agir judiciairement parce que le mal est fait et bien. Et puis l'assignation en résidence qui, elle, vraiment conduit à des situations absurdes dans certains cas, avec un pouvoir très limité du juge Je vous administratif. Vous allez tous rester. Je vous propose qu'on voit un cas que vous connaissez bien, puisque vous avez été, parmi d'autres, son avocat, qui est actuellement assigné à résidence. Nous l'avons raconté sur Mediapart. C'est le cas d'Adlène Ischer, un physicien. Vous allez voir l'histoire au début et on va vous raconter la suite. 8 octobre 2009, Adlène Ischer, un physicien franco-algérien de 35 ans, est arrêté par les policiers antiterroristes alors qu'il partait en Algérie pour y acheter un terrain. Depuis, il est placé en détention. On lui reproche d'avoir échangé 35 mails sur des forums islamistes avec un membre d'Al-Qaïda Maghreb. Adlène Ischer est suspecté d'avoir projeté avec lui un attentat en France. 2 ans après son arrestation, Adlène Ischer est toujours en détention provisoire. Ses nombreuses demandes de remise en liberté ont toutes été rejetées. Le jeune physicien qui travaillait au Centre de recherche nucléaire de Genève est d'autant plus dangereux qu'il est intelligent, estiment certains magistrats. Selon ce spécialiste en terrorisme, la menace est clairement établie dans un échange daté du 1er juin 2009. Cher frère, on ne veut pas tourner autour du pot. Est-ce que tu es disposé à travailler dans une unité activant en France? Et la réponse d'Adlène Ischer, c'est concernant ta proposition, la réponse est oui, bien sûr. Son avocat et ses proches ont dénoncé un scandale judiciaire. Il s'agit d'échanges de mails via des flux Internet. Il n'y a ni armes, ni financement prouvé, ni relations douteuses, ni écoute téléphonique compromettante. Adlène Ischer écope de 4 ans de prison ferme. Il a déjà passé 2 ans et demi en détention. Avec le jeu des remises de peine, il devrait sortir bientôt. Adlène Ischer va réfléchir à la possibilité de faire appel. Alors, Patrick Baudouin, c'est vous qu'on voyait là. Donc, je résume. Adlène Ischer est interpellé en 2009. Il est mis en détention. Il est jugé en 2012, condamné à 4 ans de prison, si je ne me trompe. 5 ans, dont un avec sursis. 500, dont un, voilà, 4 ans ferme, 4 ans ferme. Qui couvrent en fait sa détention. Il décide de ne pas faire appel. Finalement, il décide d'aller refaire sa vie au Brésil, toujours en tant que physicien de haut niveau. Et dans le contexte brésilien, à la fois les attentats à Paris, la crise de régime, la sécurité des Jeux Olympiques, alors qu'il est réintégré, qu'il est dans l'université, qu'il n'y a aucun indice, aucun fait, aucun soupçon, aucun mail, que c'est derrière lui ce qu'il doit dire ou penser aujourd'hui que c'était des bêtises, sans doute, eh bien, il est pris par les policiers et il est brésilien. Et en juillet, il est envoyé en France. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter, il ne peut plus travailler, il doit aller tous les jours au commissariat central de Vienne.
en France. Il est dans une situation qui est une totale impasse pour lui, ce que Louise Fessard, pour Mediapart, a documenté en disant « Madeleine Ischer, coincée en France entre Kafka et Orwell ». Oui, c'est assez bien dit, oui. Il faut juste rappeler, il a été condamné, donc il n'est pas question d'y revenir, mais son procès a été extrêmement controversé, parce que les échanges n'étaient que virtuels. Et il n'y avait pas le moindre début de commencement de preuve d'acte d'exécution. Donc ça avait donné lieu d'ailleurs à pas mal de discussions à l'époque intéressantes, puisque c'était un des premiers procès de ce genre, si ce n'est le premier. Il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, vous aviez raison de le rappeler, ce qui finalement n'était pas une peine très lourde, parce que ça couvrait simplement sa détention. Ce qui est habituel dans ce cas, parce que c'est assez difficile pour les magistrats de prononcer une relaxe quand quelqu'un a passé 3 ans ou 3 ans et demi en prison. Ce serait mettre en cause l'institution policière. Voilà. Alors, ils ne le font pas. Ceci étant rappelé, c'est quand même pour dire que il n'avait pas été prouvé, même à ce moment-là, qu'il avait une dangerosité extraordinaire. Ensuite, il a purgé sa peine. Hein, les faits qui lui sont reprochés remontaient à 2009. Il est parti au Brésil. C'est un chercheur de haut niveau, hein, c'est un physicien de haut niveau qui était au centre de recherche nucléaire de Genève. Il y travaillait. Conseil européen pour la recherche nucléaire, oui, le CERN. Oui, voilà. Le CERN à Genève. Il était également professeur à l'école polytechnique de Lausanne, donc c'est quelqu'un. Bon, il est parti au Brésil parce qu'on n'a plus voulu de lui ni en France ni en Suisse, et il a retrouvé un poste au Brésil. Il a été complètement adopté par la communauté scientifique brésilienne. Il a fait des travaux tout à fait remarquables. Et puis sont arrivés les Jeux Olympiques, tout un contexte au Brésil. On a ressorti, il y a toujours de bonnes âmes pour aller ressortir le passé et essayer de mettre en difficulté. C'est la même presse qui a mené la campagne contre le pouvoir brésilien, qui a mis en exergue comme s'il y avait un terroriste au Brésil. Absolument, ce sont les forces les plus conservatrices, disons, hein, pour ne pas dire davantage, du Brésil, qui ont ressorti un dossier assez ancien, alors qu'il était parfaitement intégré au Brésil. Donc il est expulsé. Il arrive en France, il me passe un coup de fil d'ailleurs, et sa famille, je crois que c'était de mémoire le 15 juillet, enfin le week-end du 14 juillet 2016, il est immédiatement assigné à résidence, avec une assignation à résidence très lourde, c'est-à-dire obligation de résider dans la commune de Vienne, dans l'Isère, c'est le lieu de domicile de ses parents. Oui. Il ne peut pas bouger de la commune de Vienne, sauf conduit, qui ne lui est d'ailleurs jamais accordé. Obligation de pointer. Il ne peut pas sortir entre 20h et 6h, enfin 20h le soir, 6h le matin, et obligation de pointer 3 fois par jour, tous les jours, y compris les jours fériés. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle la totale dans le genre. Résultat, évidemment, il lui est parfaitement... Il est emprisonné chez ses parents. C'est une sorte de prison. Et il ne peut pas retrouver d'activité professionnelle, il ne peut plus avoir de contact. Le résultat est un repli sur lui-même, qui à la limite d'ailleurs peut être dangereux pour lui d'abord, mais je dirais même si on veut créer des ressentiments et des mouvements de révolte, et si on veut générer de nouvelles générations de terroristes, eh ben on n'a qu'à s'y prendre comme ça, je dirais. C'est pire que tout, parce que c'est un sentiment légitime de totale injustice que ressent aujourd'hui Madeleine Ischer, et il est dans une situation kafkaïenne. Alors il a fait un recours. Il a fait un recours devant le tribunal administratif contre l'assignation à résidence, recours qui a été rejeté. On ne lui a même pas permis de se présenter à l'audience. Il n'a pas pu aller à l'audience qu'il avait demandé à faire. Donc il y a eu ensuite un appel devant le Conseil d'État avec un mémoire que j'ai reparcouru avant de venir vous voir tout à l'heure, qui a été pris par un avocat au Conseil, qui est absolument remarquable sur tous les points, et en particulier quand même dénonçant le fait qu'il n'a même pas pu se présenter à l'audience. Et ce que finalement le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif qui rejette la demande d'annulation de l'assignation à résidence en disant, alors c'est assez extraordinaire, ce qu'avait dit le tribunal administratif avait dit, mais il ne justifie à aucun moment de ce qu'il aurait renoncé à ses convictions antérieures, etc. C'est une preuve négative qui est évidemment... C'est une peine à vie. C'est impossible d'apporter ce type de preuve. Bon. Et puis, le Conseil d'État, quand même plus subtil,
a repris un peu les éléments de la condamnation qui avait été prononcée en 2012 pour dire que la preuve avait été rapportée, que c'était un individu extrêmement dangereux et que s'il n'avait pas été arrêté, il y aurait eu des attentats commis en France. Ce qui est parfaitement faux au terme même du dossier. Parce que jamais dans le dossier et même dans la condamnation, on a dit qu'il y avait une menace imminente d'attentat du fait du comportement d'Adlène C'est Ischer. le mot nucléaire qui fait peur. C'est le fait que ce soit un physicien nucléaire. Comme a dit le policier tout à l'heure, il est dangereux parce qu'il est intelligent. Oui, je crois que c'est un peu ça. Et puis plus largement, je crois que c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure excellemment, c'est tout un climat aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement préoccupant. C'est tout un climat, c'est une série dans l'opinion publique de glissements successifs où il n'y a plus que la sécurité qui compte. La sécurité, comme vous le disiez aussi très justement, antiterroriste, alors que le nombre de morts, c'est dramatique. C'est pas la question de limiter l'ampleur de la barbarie qui peut résulter du terrorisme, évidemment. Mais en nombre de victimes, c'est bien moindre que d'autres causes d'insécurité. Mais on focalise là-dessus. Et je crois que les responsables politiques sont hélas une nouvelle fois très largement responsables parce que c'est une sorte de fonds de commerce qui est alimenté pour finalement aller en plein dans le sens en plus des terroristes eux-mêmes, parce que leur objectif c'est la terreur, c'est la peur, c'est la renonciation à tout ce qui fait nos valeurs fondamentales. Autrement dit, tout ça c'est absolument désastreux. Je crois que ce n'est pas efficace. Au contraire, je crois que c'est très contre-productif, parce que ça ne peut que générer cette rupture du contrat social, alimenter toutes les haines, tous les conflits à l'intérieur même des sociétés. Donc ce n'est pas efficace. Et puis, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir parce qu'on prétend viser les terroristes et en réalité, on vise les citoyens. Demain, on a vu que le pire peut arriver, il y a quelques jours. Vous parlez de Trump aux États-Unis ? Oui, pour parler clair. C'était quand même relativement inimaginable qu'un Trump, j'allais dire, soit à la tête des États-Unis il y a quelques mois. Raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, tout y est. Ainsi de suite. Bon, et il est président de la plus grande puissance du monde. Réfléchissons un peu, et demain, l'arsenal qui a été mis en place par la droite, puis, ce qui est quand même encore plus scandaleux et plus ahurissant par la gauche, peut servir demain à une extrême droite qui aura tout ce qu'il lui faut pour anéantir les comportements individuels et les libertés. Pour terminer sur le cas précis d'Adlène Ischer, qui je suppose est en train de nous regarder avec sa famille depuis Vienne, on en est à une situation en fait d'exclusion dans laquelle il est mis, qu'il en vient, puisqu'il est franco-algérien, à demander qu'il soit déchu, c'est-à-dire à ce qu'on lui applique cette déchéance nationale qui avait été brandie et qu'il n'ait plus la nationalité française de façon à ce qu'il puisse rejoindre l'Algérie, puisqu'on l'empêche, c'est là où il voudrait aller, on l'empêche d'aller au prétexte qu'il est français et qu'il pourrait revenir. Donc il dit enlevez-moi ma nationalité. Toute sa famille, parce que son frère est aussi un universitaire brillant, est poussé à aller à l'étranger. Et au fond, on se dit, voilà, des élites universitaires, savantes, scientifiques, et on leur dit, vous n'êtes pas français. On n'est pas seulement dans le liberticide, mais on est dans l'absurde en plus. L'absurde le plus total. Alors pour cet absurde, nous sommes aujourd'hui le 16 novembre. Demain, 17 novembre, au Guatemala, se tient un symposium latino-américain de physique, un grand événement où il y a des gens de tous les pays. Et ils ont décidé de maintenir à leur programme, son nom est là, un des savants qui doit intervenir, Adlène Ischer. Eh bien, demain, à 17h, c'est dans le programme. Il y a l'intervention à ce symposium, elle est là en rouge, il y a l'intervention de Adlène Ischer qui est prévue sur l'agenda par tous les organisateurs qui représentent tous les pays latino-américains, parce que dans cette affaire-là aussi, il y a comment le monde nous voit, et les organisateurs, des physiciens, des savants, ont décidé que ce savant devait être présent, et demain, ils diront, il n'est pas présent pour ce dont nous venons de parler. On est un très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Un dernier mot, Christine. Oui, la France, avec cet état d'urgence, bénéficie, je dis ça tristement, de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait qu'elle se dégage des droits fondamentaux, hormis les 2 droits indérogeables
que sont le droit à la vie et le droit à ne pas faire subir un traitement. Nous sommes en dehors de la Convention européenne des droits de l'homme, comme l'a fait M. Poutine, d'autres. Pareil, on est en dehors. Non, pas pour les droits indérogeables, mais on a obtenu une latitude, on obtient par cet article 15 une latitude qui est une honte pour nous. Et M. Erdogan, lorsqu'il a décrété l'état d'urgence en Turquie, a dit « je peux le faire puisque la France le fait ». Donc l'image dégradée de notre pays ne cesse de se dégrader et personne d'autre en Europe n'est en état d'urgence. Personne d'autre. Et il faut un tout petit peu de courage politique pour en sortir. Et on s'aperçoit que ce tout petit peu de courage politique n'est pas là. Ni en Espagne, ni en Grande-Bretagne après les Personne, attentats. ni en Belgique. Ni en Belgique après les attentats dramatiques, ni en Allemagne où il y a eu d'autres événements. On se trouve avec des militaires qui patrouillent en permanence dans les rues. Vous traitez tout cela dans vos rapports, les uns et les autres, dans vos batailles. Je rappelle donc Paul Cassia contre l'état d'urgence, c'est chez Dalloz, c'est très pédagogique, très précis et c'est fait sur le terrain du droit. C'est pas de l'idéologie, c'est de la technique. Pourquoi c'est inefficace, pourquoi ça mine les libertés. Et vous-même, Christine Lazerge, dans les archives de politique criminelle avec d'autres collègues, vous venez de sortir, c'est aux éditions Pédone, une réflexion sur les terrorismes et comment ça sert souvent d'alibi pour la politique de la peur.